Et bienvenue sur Enfin Bon. On va revenir donc sur le week-end de course au Qatar. Ce week-end, on va revenir sur les points clés qui se sont déroulés donc de ce week-end de course. Dans un premier temps, on va analyser cette superbe course sprint qu'on a eue. C'est vrai que moi, je vous le dis, je suis toujours anti-course sprint, mais là, on a eu quand même une course sprint assez passionnante. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi on a eu une course sprint aussi intéressante. On va revenir sur les points intéressants de cette course, une piste piégeuse, des arrêts au stand. Voilà, on va revenir en détail là-dessus. Et puis, on va revenir sur un deuxième point important, c'est le Qatar. Cette 18e épreuve est-elle de trop? Et que fait le Qatar au calendrier? Parce qu'on a connu, si on a connu un beau samedi de course, on a connu un dimanche catastrophique, désastreux sur tous les plans. Des conditions climatiques intenables, des pneumatiques qui ne tiennent pas le bout. Voilà, on va revenir en détail sur tout ça et vraiment un dimanche de course désastreux. Et puis, on va commencer à faire un petit bilan du Rookie of the Year, Piastri, qui monte en puissance ce week-end, qui a encore marqué les esprits avec McLaren au top. Premier sur la course sprint, premier vainqueur d'une course donc. Et puis deuxième en course longue. McLaren fait encore le point. Voilà. Est-ce que Cyril Abiteboul, s'il était encore là, est-ce que Oscar Piastri serait chez Alpine? On se pose la question quand même. Ça ferait plaisir à l'équipe française. Et puis on va revenir au dernier point sur Mercedes. Comment Mercedes s'est un peu sabordé donc dans ce Grand Prix, on sait avec cet accrochage, mais pas que. Et puis Ferrari en souffrance sur ce circuit. On en parle, on en discute, on décrypte. C'est Enfin Bon, bien sûr. Allez, on attaque tout de suite ce décryptage du Qatar par cette course sprint. Donc la course sprint qui a lieu samedi, qui a été une course trépidante, longuement menée par George Russell avec ses pneus slick, les pneus les plus tendres. Mais finalement, ça n'aura pas tenu et il va se faire donc évincer par Piastri, puis Verstappen, puis Norris. Le trio donc du podium de cette course sprint et la première victoire d'Oscar Piastri sur une course très intéressante avec beaucoup de dépassements, beaucoup de rebondissements, beaucoup de voitures de sécurité aussi parce que beaucoup d'erreurs. Alors pourquoi on a eu justement une course sprint aussi intéressante? Parce que déjà on a une piste très piégeuse, on l'a dit, il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a un nouveau revêtement déjà et quand on met un nouveau revêtement sur le bitume, c'est très peu abrasif. Voilà, donc il y a moins d'adhérence pour les voitures et donc elles glissent beaucoup. Accentué en plus par la position géographique du circuit qui se trouve dans le désert. Et donc il y a beaucoup de sable qui vient se déposer sur la piste, le sable qui est éjecté évidemment quand on est sur la trajectoire par les voitures qui passent, mais hors trajectoire il y en a beaucoup. Donc vraiment quand on sort de sa trajectoire, ça glisse beaucoup, sauf que pour dépasser quelqu'un il faut forcément plus ou moins sortir de la trajectoire à un moment. Donc voilà, entre les sorties de trajectoire pour dépasser ou les petits écarts de trajectoire parce qu'on est en course tout simplement. Voilà, il y avait plein de petites erreurs où on perdait beaucoup d'adhérence d'un coup et on l'a vu, il y a pas mal de pilotes qui sont partis à la faute. On avait aussi, et ça c'est un point important, une stratégie pneumatique complète puisque donc sur le samedi la moitié du plateau à peu près est partie sur des gommes les plus tendres quand l'autre est parti sur des gommes médium et comme on a une dégradation excessive des pneus, tous ceux qui sont partis sur des gammes un peu plus tendres ont eu beaucoup d'adhérence au démarrage et ont donc gagné beaucoup de positions, mais une fois que les pneus se sont dégradés, ils ont dû rendre ces positions. Et on a vu plus ou moins que ça s'est équilibré, c'était même un peu à l'avantage des pneus médiums. Et donc au final, ce panel de stratégie sur la grille nous a offert une belle course. Voilà. Après, sur la grille, déjà, on avait aussi une grille qui n'était pas tout à fait représentative de ce qu'aurait pu être ce qui était vraiment le rythme des voitures, puisqu'on a eu beaucoup d'annulations de tours, encore une fois, des sorties de piste. Donc là, on se retrouve quand même sur un format qui nous rappelle beaucoup le Grand Prix d'Autriche, des pilotes qui sortent de la piste et puis des temps annulés. Donc
c'est vraiment très très compliqué de lire et d'apprécier en fait ces séances de qualification puisque en fait un pilote arrive troisième et pendant quelques minutes on se pose la question de savoir est-ce qu'il va rester troisième ou pas. Ah non, en fait son tour est annulé puisqu'il a légèrement débordé et donc systématiquement voilà le classement évolue et il faut vraiment attendre 5 minutes avant d'avoir le classement final, ce qui est pas forcément agréable puisque ça couvre vraiment, ça hache en fait l'émotion procurée par un bond sur le tableau d'affichage. Voilà, après, le roi des pénalités sur la grille, plutôt des tours annulés, c'est quand même Sergio Pérez. Donc voilà, il paraît que les Mexicains sont imbattables sur Mario Kart en prenant la raccourci. Bon, manque de bol, Sergio en F1, c'est interdit. Donc forcément, ça n'a pas marché. Et puis, un dernier paramètre qui a rendu cette course très intéressante, c'est un peloton plus resserré, mine de rien. Parce que si pour les qualifications, c'est vrai, Max Verstappen a collé qu'à 4 dixièmes à Russell, on oublie que les deux McLaren ont été déclassées parce que justement, elles sont sorties de piste. Sinon, elles étaient à peu près 1 et 2 dixièmes. Et donc, elles étaient très proches. Et finalement, l'ensemble du peloton était très resserré. On l'a vu d'ailleurs sur la course longue, hein, quand il y avait des arrêts au stand, c'était quand même assez proche en termes de rythme. Et donc... ça a permis un peu de lisser, de compacter un peu ce peloton et de rendre cette course sprint très intéressante. Et puis voilà, puis ça a quand même débouché sur surtout un beau vainqueur qui est Oscar Piastri qui a gagné sa première course de la saison et un vainqueur original puisque c'est pas Max. Bon, vous l'aurez compris, on aura vécu une belle course du samedi, ce qui n'est absolument pas le cas du dimanche, qui a été un désastre complet. Honnêtement, je crois que j'ai pas vu un dimanche de course aussi désastreux pour la F1 depuis le Grand Prix des États-Unis 2005. Alors juste pour situer le Grand Prix des États-Unis 2005, parce que je m'en souviens très très bien, ça a quand même marqué l'histoire de la F1. À l'époque, il y avait deux types de manufacturiers pour les pneus. Il y avait Michelin et Bridgestone. Bridgestone, je crois, donc équipait 3 des écuries sur le plateau, quand Michelin équipait le reste des écuries. Et il s'est avéré qu'en fait, au cours des qualifications et du tour de formation, on a détecté sur les pneus Michelin des problèmes, voilà, qui auraient pu entraîner le fait que le pneu éclate. Donc trop de danger pour l'ensemble des écuries qui étaient équipées Michelin. Ce qui a fait que toutes les écuries Michelin, à la fin du tour de formation, sont rentrées au stand et le Grand Prix a eu lieu avec 6 voitures. Et ça, c'est pour moi le dernier désastre qu'il y a eu en termes de Grand Prix de F1. Et pour bien comprendre pourquoi on a vécu un dimanche de course désastreux, il va falloir énumérer les problématiques. Et donc la première problématique, c'est cette chaleur insoutenable dans le désert qui a conduit à une déshydratation complète de tous les pilotes. Et puis on l'a vu petit à petit donc sur l'ensemble des pilotes déjà au cours de la course. On a vu des visières ouvertes en pleine ligne droite. On a vu Russell, l'image de Russell qui sort ses mains en pleine ligne droite pour les aérer parce que son cockpit brûle. Alonso qui en pleine course demande à son écurie au prochain arrêt de lui jeter de l'eau dans le cockpit parce que son cockpit le brûle. Voilà, enfin on sentait déjà la catastrophe arriver et puis ça s'est vu. Une pluie de problématiques chez les pilotes. Logan Sargent aux 2/3 de la course qui abandonne parce qu'il est complètement déshydraté. Alors vous allez me dire c'est dommage parce qu'il allait presque finir une course. Celui-là, déjà qu'à la course au sprint il a encore fini dans le bac à sable. Voilà, mais il abandonne par déshydratation. Donc il y a un pilote de course quand même qui suit un entraînement physique intense, n'a pas été capable de terminer cette course, c'est dire l'épreuve physique. Stroll nous a dit qu'il voyait trouble. Bon, ça je crois que ce n'est pas vraiment en rapport avec la chaleur, ou alors il fait 50 degrés sur tous les circuits depuis l'ouverture de la saison, mais quand même, Ocon qui a vomi dans son cockpit. Voilà, là on en a des exemples pleins et à peu près les 3/4 des pilotes ont avoué que c'était la course la plus dure de leur vie hein, post-course. Dans la cool room, Piastri qui se met à terre, qui explique qu'il n'en peut plus. Voilà, les pilotes sont unanimes, les conditions étaient trop dangereuses pour eux. On les a fait courir par tout simplement des conditions climatiques qui sont pas acceptables
et on a un ensemble de pilotes qui sort complètement déshydraté de cette épreuve. On les a mis en danger physiquement, tout simplement. Et ces images, franchement, elles font mal au cœur. Elles font mal au cœur. On est là pour voir une épreuve sportive, pas pour voir en fait un événement promotionnel qui cherche à faire du fric et qui rince en fait les pilotes et qui les met en danger de santé, tout simplement. Donc voilà, c'est ça, ça vient complètement gâcher le spectacle. Et comme on l'a vu arriver avec les échanges radio tout au long de la course, petit à petit, en fait, ça gâche complètement l'événement. L'événement, l'humain prend le pas sur l'événement et c'est un gros gâchis. Et le gâchis s'arrête pas là, puisqu'on a une course qui a été gravement impactée négativement, bien sûr, par un nombre d'arrêts au stand hallucinant qui ont rendu la course complètement illisible. Des arrêts au stand qui ont été quand même imposés, puisque en fait, à la fin de la course sprint du samedi, Pirelli et la FIA ont découvert que l'ensemble des pneus ne tenaient pas sous cette chaleur intense dans le désert, assez logiquement, et qu'il y avait des rainures, des traces de début de crevaison. Et là, on a effectué peu de tours quand même, puisqu'on n'avait effectué qu'un tiers de la course. Une décision a été prise, donc imposée, chaque train de pneus ne devait pas dépasser 18 tours. Ce qui fait que déjà, lors de la course normale du dimanche, toutes les écuries devaient au moins rentrer au stand 3 fois. Donc mine de rien, imposer déjà une stratégie, ça gâche complètement en fait l'effet de surprise, le fait de jouer sur l'usure des pneus, pneumatiques ou non. Et donc c'est venu déjà gâcher cet aspect-là. Donc des arrêts imposés dès le départ, une course qui devient illisible et des dépassements un peu fictifs, puisque finalement on a des pilotes qui rentrent au stand parce qu'ils ont des pneus frais, donc ils doutent des pneus d'autres qui vont rentrer au stand. Et en termes de lisibilité, c'est encore plus compliqué, puisque c'est 18 tours sur un train de pneumatiques. Mais faut-il encore savoir combien ce train a déjà effectué de tours ? Et oui, puisque ce sont des allocations de pneus pour le week-end. Et donc, si j'ai fait par exemple 5 tours en qualification et que je réutilise ce tour, ce même train de pneus pour la course, puisque j'ai un nombre de trains de pneus limité, on le sait, pour un week-end de course, si je réutilise ce train, je suis obligé de déduire ces 5 tours, ce qui fait que je dois m'arrêter au 13e tour. Ce qui a rendu du coup un espèce de fiasco monumental, donc aucune stratégie, tous les pilotes ont essayé de pousser au maximum leur train de pneus avant de rentrer au stand, et finalement on s'est retrouvé avec une course d'attaque mais pas intéressante, puisque voilà, on n'arrive pas à lire le classement, tout le monde rentre au stand toutes les 5 minutes, et on prédit les arrêts, donc stratégiquement parlant, c'est le néant, il se passe plus rien, voilà. Le clou du spectacle, c'est quand même à la fin la remise de trophée avec Domenicali et Ben Sulayem, Francesco Domenicali, qui est donc l'ancien directeur de Ferrari, qui est devenu du coup le patron de la F1, le directeur de la F1, et Ben Sulayem, qui est le directeur de la FIA. Et donc ces deux-là qui sont venus amener le trophée à des pilotes qui étaient au bout du rouleau, et voilà, qui voulaient prendre des photos, qui souriaient. Là, on a vraiment l'impression que c'est le Qatar, l'argent est roi. On est venu rendre des trophées alors que les mecs sont au bout du rouleau, que la course a été plutôt un échec. Et puis on en sourit, on en fait des tonnes. Et oui, parce que le Qatar a probablement payé sa place au calendrier une blinde, et ça se voit. Et pour nous achever, on a le communiqué de presse de la FIA. Alors là, c'est du grand foutage de gueule quand même, qui nous dit oui, on a bien pris conscience que les conditions n'étaient pas bonnes et on prendra en considération ça lors du prochain Grand Prix. Mais en fait, les mecs, vous foutez de notre gueule, vous le saviez en fait. Vous saviez que les conditions climatiques en octobre au Qatar n'étaient pas les bonnes pour ce type de course. Le Qatar a imposé et probablement cette date au calendrier. Vous, vu l'argent qu'a mis le Qatar sur la table, vous avez dit oui. Et on se retrouve avec un Grand Prix du Qatar en octobre avec des conditions climatiques désastreuses puisque beaucoup trop chaudes. Et ça nous donne un Grand Prix désastreux. Voilà, donc en fait, il faut juste assumer, mais arrêter de nous prendre pour des cons. Notamment dans le genre de communiqué qui ne dessert ni la FIA, ni la F1 en général. Merci. Allez, on se redonne du baume au cœur tout de suite. On remet du groove dans sa vie grâce à notre petit Rookie of the Year,
Oscar Piastri, l'Australien, qui après une première partie de saison où il a un peu pris la mesure de sa voiture, où il avait montré un rythme intéressant mais très en retrait de celui de Norris. On sentait voilà, que le rookie prenait en main sa voiture. Il a désormais haussé le niveau vraiment avec cette victoire et puis cette deuxième place sur la course longue. En qualification maintenant, il rivalise plus ou moins avec Lando Norris. Et vraiment, le rookie est en train de monter en puissance. Il est assez impressionnant. C'est vraiment une belle pioche chez McLaren et McLaren se retrouve avec un superbe duo de pilotes. Il reste moins rapide que son coéquipier sur les longs relais, ça y a pas photo. Norris est quand même supérieur parce qu'il y a une maîtrise de l'usure des pneumatiques, mais qui s'apprend, qui est l'apprentissage même d'une saison de pilote. Quand il aura fait une saison pleine sur tous les types de circuits et qu'il aura vu un paquet de dégradations, il sera à même de gérer du coup son rythme par rapport aux dégradations pneumatiques. Mais la vitesse pure est là déjà et elle promet de belles choses. McLaren encore extrêmement solide. Le duo il termine à moins de 5 secondes de Verstappen sur la course de dimanche et ça c'est assez beau. McLaren très très proche de Verstappen. Alors on y reviendra dans un même temps, mais Mercedes n'était pas très loin non plus si on regarde le rythme de course. Donc vraiment un Grand Prix assez impressionnant pour la marque. Encore 47 points marqués sur ce week-end. Pour McLaren, c'est énorme. Alors, depuis la mi-saison, en plus, j'occulte les Grands Prix où ils ont marqué le plus de points, qui sont juste avant la mi-saison. Hein, c'était Silverstone notamment. 132 points marqués depuis le retour en Belgique pour McLaren. Quand il y en a eu 131 pour Ferrari, qui est aussi monté en puissance, et 103 seulement pour Mercedes. 2 pour Stroll, voilà. Pour Stroll, j'ai dû imprimer le classement en 16 neuvième pour pouvoir les retrouver, sinon c'était pas possible. Donc c'est officiellement McLaren, en tout cas mathématiquement, la deuxième force du plateau, avec ses 132 points, depuis la mi-saison. Donc voilà, on a l'écurie qui vraiment monte en puissance. Aujourd'hui, l'écurie qui semblait se diriger pour dépasser Aston Martin à Abu Dhabi, elle a quasiment plié le game en un Grand Prix, puisque elle est revenue à 11 petits points d'Aston Martin ce week-end. 11 points. L'affaire est quasi pliée pour la 4e place. Et donc on va revenir sur les deux concurrents de McLaren en ce moment, Mercedes et Ferrari, donc les deux top teams après Red Bull, l'imbattable. Deux équipes qui ont plutôt serré les dents ce week-end pour deux raisons différentes. Alors pour Mercedes, c'est vraiment un gros gâchis ce week-end, particulièrement, il faut le dire, à cause de Lewis Hamilton, qui n'a pas vraiment fait un très bon week-end de course. Mais en général, Mercedes n'a pas trop assuré. Alors déjà sur la course sprint, Hamilton se loupe en qualification. Voilà, il va se faire annuler un tour et du coup il sera qualifié 12e sur la grille, ce qui ne va pas lui permettre de faire la course sprint qu'il veut, même s'il va réussir à finir juste derrière George Russell. Mais bon, les Mercedes avaient un super rythme pour batailler avec les McLaren et les Red Bull. Et puis George Russell, on va lui coller la stratégie de partir en pneus slick, qui va être une stratégie correcte, mais pas suffisante pour finir dans le top 3. Ce qu'aurait pu être le cas, je pense, avec des médiums, puisque les Mercedes avaient vraiment un super rythme. Donc finalement, sur la course sprint, déjà mauvais choix pneumatique pour Russell probablement. Et puis Hamilton qui se loupe en qualification. Et puis pour la course du dimanche, c'est l'événement du week-end, j'ai envie de te dire. Premier virage, Hamilton qui prend en sandwich Russell sur la gauche après un super départ. Et malheureusement, un accrochage malheureux entre les deux. Alors on accuse Lewis Hamilton, mais en vrai, ça peut arriver. Pour moi, c'est un incident de course. Le problème, c'est que sur cet incident de course, Russell est abîmé et perd du temps. Il est obligé de rentrer au stand. Et puis, Lewis Hamilton lui abandonne. Donc voilà, les chances de Mercedes sont hypothéquées déjà puisqu'ils n'ont plus qu'une voiture. Et puis derrière, Russell il va faire la course pour revenir, mais avec un rythme superbe, franchement, un rythme incroyable, qui lui permettra quand même de finir 4e. Mais il peut pas non plus surmonter ce début de course complètement gâché. Et donc malheureusement, il sera obligé de finir derrière les McLaren.
Voilà, c'est dommage parce que en fait, Mercedes aurait pu faire le break avec Ferrari, ce qui était l'objectif. Ils reprennent seulement 8 points sur El Scuderia, qui, elle, pour le coup, était en très grande difficulté sur ce week-end. Et on savait que la typologie de ce circuit, elle matcherait avec les caractéristiques de la Ferrari tout simplement, et que ça la mettrait pas à son âge, qu'elle serait en difficulté sur ce type de circuit. Et on l'a vu. Et donc Ferrari a un peu limité la casse ce week-end sur un samedi course sprint plutôt correct. Hein, voilà, elle a fini sa position derrière les McLaren, derrière les Mercedes, en faisant les deux voitures. Seul petit bémol donc du dimanche, malheureusement Sainz a eu un problème sur sa voiture et il n'a pas pu prendre le départ. Mais sinon l'écurie va effectuer quand même une belle course et va réussir à placer Leclerc en 5e place. Voilà, il n'est pas capable de tenir Leclerc devant Russell parce que le rythme entre la Mercedes et la Ferrari sur ce circuit était vraiment énorme. La Mercedes beaucoup plus à son avantage, Ferrari en très grande difficulté donc sur ce circuit. Et il y a eu, j'ai envie de dire, damage limitation. Hein, c'était 8 points de perdus. Franchement, là, je pense que la Ferrari et la Scuderia peut être plus ou moins contente parce qu'elle savait qu'elle allait devoir serrer les dents et elle s'en sort pas trop mal. On a l'impression quand même que donc Ferrari avance un peu plus sereinement cette fin de saison, un peu moins de pression. L'objectif c'est d'aller chercher cette 2e place, mais on n'en fait pas des caisses et ça paie. Allez, prochain rendez-vous à Austin, au Texas. Sors ton barbecue, la sauce qui l'accompagne, la sauce Grebish, les grosses côtes de porc. Et pendant ce temps-là, tu peux tirer au Uzi sur les passants. Ouais, c'est trop cool. Ça, le Texas. Voilà, donc là on va arriver à Austin au Texas sur un beau tracé américain. Celui-là pour le coup il est validé vraiment et pour le prochain Grand Prix. Et puis on va voir comment se déroule du coup cette lutte pour la 2e place. Rendez-vous donc au Texas avec enfin bon, bien sûr.